Comme toujours, chaque semaine, l'actu revue au travers du prisme de la communication. Au sommaire cette semaine, l'opération transparence du gouvernement autour du démantèlement de la jungle de Calais. Maîtrise des chiffres, maîtrise des images et surtout des mots, vous verrez. Et puis cette baisse spectaculaire du taux de chômage. Un François Hollande sobre sur Facebook, mais une équipe qui fanfaronne le lendemain. Vous les entendrez également. Enfin, on ira aux États-Unis où Donald Trump part du principe que les méchants médias lui sont hostiles. Résultat, il crée sa propre émission sur le web. Avec nous cette semaine, Anne-Claire Ruel, bonsoir, conseillère en stratégie d'opinion enseignante à l'Université Paris 13. Bruno Bernard, conseiller en communication politique. Et bonsoir. Nicolas Boudot, associé du cabinet Tilder. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. On va donc commencer avec cette com très bien orchestrée autour du démantèlement de la jungle de Calais. C'est l'image de la semaine d'abord. Ces migrants parfaitement rangés en file d'attente, regardez, pour sortir du campement et entrer dans ces bus qui les mettront à l'abri. Le mot est important, on va y revenir. Une ligne droite, ça ne déborde pas, tout le monde avance dans la même direction. Et puis, on a observé une très grande prudence dans les mots utilisés par le gouvernement cette semaine. Le mot d'ordre était général, on ne disait pas évacuer, mais mise à l'abri. La véritable course contre la montre, c'est de mettre à l'abri toutes ces populations qui en ont besoin. Pour l'instant, dans le démontage, c'est pas l'urgence absolue. L'urgence absolue, c'est de mettre les gens à l'abri. Ce soir, 2318 migrants ont été mis à l'abri. Je crois qu'il ne faut pas opposer la question du statut administratif de ces personnes et la politique de mise à l'abri. Voilà, très clairement, mise à l'abri plutôt qu'évacuer, hein, c'est forcément plus doux, plus bienveillant. Clairement, c'était élément de langage positif, Nicolas ? Ah bah oui, ça c'est plus de gauche en fait. Et c'est plus de gauche dans une période électorale où, fondamentalement, on démantèle un campement de migrants qui est là depuis des années. Donc, à grand renfort de police, normalement, c'est un discours politique qui ne plairait pas ou qui n'est pas adapté à une gauche de gouvernement. Donc on a trouvé un artifice de communication dans les propos pour que ce soit acceptable et accepté. C'est la mise à l'abri. On n'est pas loin de la trêve hivernale par ailleurs pour les logements. Donc on est dans la même sémantique, les mêmes figures de style. Fondamentalement, on verra ce que cela donnera parce que, oui, c'est une évacuation d'un campement qui est plutôt bien maîtrisée en termes de communication. Le problème avec Calais, c'est qu'il faut que la communication soit visible et jugée dans la durée. Ça, c'est vraiment important. Et puis, il y avait le mot nettoyage plutôt que le mot démantèlement également, Anne-Claire. Exactement, mais on voit la puissance sémantique des mots en fait, c'est vraiment très important. D'ailleurs, si on regarde toute la communication de l'État sur le sujet, il n'y a pas d'utilisation du mot jungle de Calais. Absolument. Le mot jungle qui voulait dire forêt à l'origine, qui a été repris un peu par tout le monde, en persan. Et donc ça, jamais dans aucune communication ce mot n'apparaît. Donc c'est vraiment ils font vraiment très très attention sur la puissance des mots. On est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des hashtags, on est à l'heure des mots totems. Et les mots prennent une puissance encore plus que les petites phrases aujourd'hui, donc c'est ça qui fait... Bruno Bernard, on a aussi été frappé par cette transparence autour des chiffres. Le nombre de migrants évacués était publié 2 fois par jour. On avait un point aux alentours de midi et un point aux alentours de 20h. Alors, il y avait une grande précision et c'était assez impressionnant de voir à quel point les journalistes avaient accès à tout et à tout le monde. D'ailleurs, ça a posé des questions éthiques à certains journalistes qui se voyaient un petit peu comme des voyeurs. Seul bémol dans cette communication sans faute, la dernière prise de parole de la préfète de région qui nous a expliqué que les incendies qui ont eu lieu dans la jungle est une tradition de départ des migrants. On va y revenir d'ailleurs parce que les images sont impressionnantes, mais c'est ce qui clôt un peu cet épisode. Vous parliez de ces journalistes et de ces nombreux journalistes. Effectivement, il y avait environ 700 journalistes accrédités. Ça veut dire venez voir, on maîtrise bien la situation. Regardez, on a retrouvé des photos de ces très nombreux journalistes sur le campement au moment de l'évacuation. Ça veut vraiment dire venez, regardez, tout se passe très bien. Hein. Oui, on leur dit ça, ce qui veut dire que l'opération est bien montée, bien ficelée, que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, dans le cas d'espèce, est à la manœuvre, est à la maîtrise et qu'il sait que ce sera une réussite. Parce que tout cela est organisé en amont.
Et donc, voilà, s'il invite en aussi grand nombre les journalistes, c'est parce qu'il sait que ce sera parfaitement au cordeau et maîtrisé. Et puis ensuite, les journalistes font leur métier, ils viennent ou ils viennent pas. Et s'ils choisissent de venir, c'est aussi parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose et que, fondamentalement, peut-être ils espèrent que les choses ne se passent pas aussi bien que le ministère de l'Intérieur. Ou en tout cas, ils viennent observer un événement, sans a priori. Mais on a événementialisé, en effet, ce sujet, avec depuis 48 ou 72 heures avant, des annonces en disant lundi matin, à partir de 7 heures, à l'heure du laitier, le campement sera vidé petit à petit pour mettre les gens à l'abri. Des journalistes très nombreux et puis qui étaient totalement libres de leur déplacement. On va regarder une image, c'est notre journaliste Julie Patin qui a carrément pu faire un plan séquence. Elle pouvait se balader, tout était autorisé, Anne-Claire. Des journalistes complètement libres de leur mouvement. Alors, libres de leur mouvement, à ceci près que des poules étaient organisées aussi quand même pour visiter le campement. Alors les poules, vous savez ce que c'est qu'on réserve l'entrée à quelques journalistes pour faire toutes les images qu'ils veulent, en revanche, sur place. Mais c'est une manière de verrouiller la communication, de jouer sur cette idée de transparence, évidemment. Les 700 journalistes, je pense qu'ils seraient de toute façon venus, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est géopolitique. Et donc, il fallait aussi complètement verrouiller cette communication et faire en sorte que tout se passe extrêmement bien. Les communicants que nous sommes savons que quand tout est libre comme ça, de manière visible, il vaut mieux essayer d'aller avec les caméras un peu autour. Enfin, petit conseil. Alors, le ton du ministère de l'Intérieur a aussi été très rassurant, calme et maîtrise. C'est ce qu'a martelé Bernard Cazeneuve le premier jour de ce démantèlement. Et puis Pierre-Henri Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, a employé à peu près les mêmes mots. Écoutez. L'opération se déroule dans les meilleures conditions, de manière sereine, de manière calme, et c'est sûrement le plus important d'ailleurs, que ça se passe dans des conditions de sérénité et de dignité parfaites. Bruno Bernard, tout le monde s'est exprimé, tout le monde a mis la main à la pâte, Bernard Cazeneuve, son porte-parole. Ah non, c'est une belle production gouvernementale. C'est ce que ça vous inspire ? Ah oui, c'est un show, quoi. C'était un film. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que la communication de suite, c'est-à-dire ce qui va se passer avec ces migrants, n'est pas pensée. Et il y a une angoisse qui est en train de saisir tout le pays, ces gens à Toulouse ou ailleurs en France qui voient arriver ces migrants et ils ne savent pas qui sont ces migrants. Enfin bref, il n'y a pas de suivi. On a eu la première partie et malheureusement, on n'a pas la suite. Vous pensez que la com sera mal gérée après ? Il faut s'attendre à ça ? En tout cas, il faut qu'elle soit gérée déjà. Le point d'interrogation, il est d'abord là-dessus. Mais en tout état de cause, il faudra qu'elle le soit gérée. Parce que sinon, il faut s'attendre à des problèmes, à des bourdes et à un bad buzz. Tout simplement parce que ces gens qu'on appelle les migrants, leur but, c'est d'aller en Angleterre. Ils n'en ont pas d'autres. Nous les accueillons sur notre territoire. On n'est pas là pour discuter du bien fondé ou pas, mais nous les accueillons sur notre territoire. Ils ne veulent pas rester sur ce territoire-là. Donc, en communication, il va falloir accompagner celles et ceux qui retourneront à Calais ou en tout cas à la frontière de la France, qui nous lie à l'Angleterre et à la Grande-Bretagne. Et sur cette fin de semaine, on sent que ça se corse déjà, ne serait-ce que sur un plan de communication. Vous évoquiez tout à l'heure les mots de la préfète, et donc ces images un peu apocalyptiques d'incendie du campement, comme s'il fallait faire table rase du passé, comme si on recommençait tout, comme si s'était jamais rien passé. Regardez, des images très impressionnantes, c'est un peu ça l'idée, c'est comme si ce campement n'avait jamais existé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bruno ? Ça fait un peu comme s'il y avait eu une guerre, en fait. Ce sont des images de guerre, donc on ne peut pas parler vraiment d'images très maîtrisées. Ça, c'est une erreur de com. Je pense que c'est une erreur, plus que de com, c'est une erreur politique aussi, parce que ça montre finalement une non-maîtrise de l'État sur ce territoire. Et en termes de communication, c'est assez angoissant quand même pour les populations qui vont recevoir ces migrants. Alors, c'est peut-être le seul bémol, parce que finalement, on peut dire qu'elle a été réussie, cette opération, en termes de communication. Il n'y a pas eu de polémique, même l'opposition n'a pas su trop quoi dire. Oui, ça a été plutôt réussi, cette séquence. D'ailleurs, ils ont événementialisé au point de sortir un site événementiel aussi. Donc l'État à Calais, on pouvait avoir des articles sur le sujet. Il y avait un compte Twitter qui continue d'ailleurs avec l'arrivée des migrants sur les territoires, où on voit des photos, etc. Parce que le but de la communication, c'est toujours d'allonger les séquences de communication un maximum et de montrer de marteler le message pour montrer pour tout simplement faire en sorte qu'il soit reçu. Donc on a mis sous abri les populations, tout va bien. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur cette com orchestrée autour du démantèlement du camp de Calais. On passe au deuxième thème de la semaine, décryptage autour de la com des chiffres du chômage cette fois.
Et il faut dire que l'opération était plutôt périlleuse. Une baisse spectaculaire du nombre de demandeurs d'emploi. Comment s'en réjouir sans trop en faire? Comment expliquer une telle coïncidence? Tiens, ça se passe à quelques mois de la présidentielle. Un peu bizarre du coup. En termes de communication, on a eu un petit peu les deux. C'était plus simple. C'est un peu une pièce en 3 actes. Acte 1, l'annonce fracassante des chiffres. Il y a d'abord la baisse spectaculaire du nombre de chômeurs en septembre. Le chômage joue aux montagnes russes après une envolée en août, très forte baisse au mois de septembre. Les chiffres du chômage du mois de septembre qui viennent tout juste de nous parvenir, le gouvernement après une plongée en août espérait un rebond, eh bien ces chiffres effectivement sont bons. On vient de publier les chiffres de septembre avec une baisse importante. Voilà, une annonce fracassante. Au passage, on a retrouvé notre Julien Arnaud. Alors, Myriam El Khomri, elle, aux abonnés absents cette fois-ci. Dommage, pour une fois qu'il y avait plutôt une bonne nouvelle, c'est l'acte 2. En revanche, chose très rare, c'est le chef de l'État qui a réagi. Et chose encore plus rare, il a posté un très long texte sur Facebook. Regardez, on l'a à l'image. Comment interpréter ça? Comment vous l'avez interprété, ça? Il a fait de l'inversion de la courbe du chômage, et c'est important qu'on parle bien de la courbe du chômage et pas de la baisse du chômage, la condition de sa réélection, en tout cas du fait qu'il se représente pour un second mandat. Donc de toute façon, il est obligé de montrer que cette promesse qu'il a faite il y a déjà 3 ans est en train de réussir. Et cela par tout moyen. Et il est certain, compte tenu des chiffres de sa popularité qui sont au plus bas, que s'il poste quelque chose sur Facebook, il maîtrisera absolument 100%. Puis les gens qui le suivent sur Facebook sont plutôt ses amis, les gens qui l'apprécient, c'est son noyau dur. Donc ce faisant, il leur donne quasiment un argumentaire de campagne pour avancer. Donc là, c'est plutôt bien maîtrisé de sa part et plutôt bien joué. Anne-Claire, ça fait très candidat en campagne, le post sur Facebook, non? Oui, ça fait très candidat en campagne, effectivement. C'est pas sur l'Élysée, c'est sur son compte personnel. À chaque fois qu'il est intervenu pour le discours de Wagram, par exemple, c'était évidemment sur ses comptes personnels. Donc, évidemment, c'est le signal aussi de « je ne suis pas mort ». Auprès de ses camarades, voilà. Et donc ne m'enterrez pas tout de suite, c'est aussi ça. C'est parler à ses sympathisants, son cœur de cible, donc c'est vraiment tous les militants qui le suivent, et donc c'est de dire voilà, on a réussi notre pari et je m'adresse à vous actuellement. Et puis c'est aussi empêcher toute contradiction, parce que sur Facebook, évidemment, il n'y a pas de journalistes pour poser des questions ou discuter les chiffres ou faire quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, on voit un président dans le texte, sur ce post sur Facebook, assez sobre. La bataille n'est pas terminée. On sent qu'il est presque gêné par l'écart entre le mois d'août et le mois de septembre. C'est le 4e point, c'est que c'est un discours qui est beaucoup plus low profile. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la parole dans les médias pour fanfaronner. L'heure n'est pas à cela, parce que les chiffres sont quand même assez dramatiques. Donc Facebook, ça permet ça. On est mardi et que le Canard enchaîné sort quelques heures après l'annonce des chiffres du chômage et explique pourquoi la baisse est aussi importante. Oui, et encore, c'est pas terminé parce que lui ne fanfaronne pas, et c'est notre acte 3. On a eu un président qui faisait plutôt profil bas, alors que le lendemain, son équipe s'en donne à cœur joie. Le résultat de la politique que nous avons menée, qui prend du temps, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Le président de la République a été remarquablement solide. Il est capable de traverser des tempêtes, cet homme-là. Des tempêtes. Après, je mets ça sous le compte de la ligne économique voulue par le gouvernement, qui a eu pour conséquence la reprise. Oui, la politique du gouvernement qui, enfin, montre que le choix qui a été fait par le président de la République est le bon. On a un président de la République, quand on est nos socialistes, je crois qu'il faut aussi être fier du bilan qu'on a porté. Bruno Bernard, c'est étonnant ça, un président qui fait profil bas la veille et toute son équipe qui fanfaronne le lendemain. En fait, il s'est planqué, ce post sur Facebook, pour moi c'est de la communication planquée. C'est une manière effectivement de parler à sa base, mais c'est aussi une manière de se protéger, parce qu'on sait très bien que les chiffres du chômage, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, sont contestés quasiment le lendemain, et plus personne n'y croit, parce que tout le monde se dit ils sont bidonnés, on a retiré 800 000 personnes par-ci, 800 000 personnes par-là, et donc il envoie son équipe. Donc il a envoyé son équipe nous vendre quand même, parce que ça aurait été un peu étrange en matière de communication qu'on ne se félicite pas de là, alors qu'on n'arrête pas de se couvrir la tête de cendre quand il y a des mauvais chiffres. Ça ne peut pas être des initiatives individuelles d'une équipe qui en a tellement marre de commenter des mauvaises nouvelles qui se dit oh bah là on va quand même J'espère que quand le porte-parole du gouvernement va à la télé pour nous dire que ça y est, nous avons l'inversion de la courbe, c'est un petit peu concerté avec l'Élysée. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette com autour des chiffres du chômage. 3e thème à décrypter cette semaine, c'est la nouvelle com, encore une de Donald Trump.
Et vous l'avez compris, ça nous emmène aux États-Unis, où le candidat républicain est au plus mal dans les sondages. C'est un peu panique à bord. Il rechange sa communication. Il part du principe que les méchants médias lui sont hostiles. Du coup, il met en place les prémices d'une Trump TV. C'est très sérieux, sa propre télé sur le web. Émission quotidienne en direct depuis son QG de campagne sur Facebook. Salut à tous, en direct de la Trump Tower. Chaque soir, ici, au QG de la campagne, on essaiera de vous parler directement, de vous délivrer notre message sans le filtre des médias traditionnels et sans leur baratin habituel. On vous parle directement, sans intermédiaire, et on fera ça tous les soirs, et on espère que vous apprécierez. Et si c'est le cas, appuyez sur le bouton partager de votre Facebook, impliquez vos amis, le plus de monde possible. Bon, ça a le mérite d'être clair, hein, Nicolas, le baratin des médias. C'est cohérent avec toute la campagne de Trump qui lui a permis de gagner les primaires républicaine, et c'est cohérent avec le discours qu'il a tenu, un discours de défiance à l'endroit des élites, dont les journalistes font partie, qu'on retrouve d'ailleurs dans plein de pays et pas seulement aux États-Unis. Donc, en toute cohérence, il dit « les élites sont contre moi et par construction contre vous, citoyens américains, donc je vais construire mon propre canal médiatique pour vous dire enfin la vérité ». Donc c'est complètement cohérent sur Trump, et c'est complètement cohérent, non pas que pour Trump, mais aussi pour un certain nombre, ce type de candidats un peu partout. Anne-Claire, c'est quand même pas un geste désespéré, le geste de la dernière chance. Il tente le tout pour le tout, quoi. Oui, il tente le tout pour le tout, effectivement. Mais c'est vrai qu'il est habitué à ce genre. Il vient de la télé, c'est la télé-réalité. Il continue avec cette création du média. Il va jusqu'à cristalliser ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les politiques sont tous des médias, mais lui, il va jusqu'à l'afficher, et c'est le symbole de son anti-système prononcé. C'est-à-dire que les politiques d'avant, comme les journalistes, il les met sur le même plan, et voilà, il gère ça un peu comme ça. Et il rêve de créer son propre empire médiatique, même après une élection qu'a priori, il va perdre, hein. A priori, oui, effectivement, c'est un terrible aveu de faiblesse quand même, hein, ouais. Parce que c'était quand même un très 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 bon client des médias. Il a existé à ce niveau-là aussi grâce à eux. Et là, je pense qu'effectivement, ça fait un peu penser à la télé Le Pen, effectivement, où Jean-Marie Le Pen choisissait de s'exprimer sans le filtre des médias, mais au final, il ne s'adressait qu'à des gens déjà convaincus et de sa base électorale. Donc finalement, ça tournait un peu en rond. Nicolas Boudot ? Oui, c'est ça, un noyau de militants. Trump, c'est un peu ça. Et puis c'est un classique. Ce sont aussi les médias qui l'ont poussé parce qu'il était différent, et puis parce que le côté défiance à l'endroit de tout, c'est quelque chose qui peut être sympathique, mais au bout d'un moment, il y a une forme de lassitude. On le dit souvent ici, hein, d'abord on lèche, ensuite on lâche, hein, et à la fin on lynche. C'est un peu ce qui s'est passé, et la parade, à quelques heures des élections, c'est de créer son propre canal. Mais en effet, comme l'a dit Bruno, justement, je le rejoins, c'est aussi un aveu de faiblesse. C'est cohérent et c'est un aveu de faiblesse. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce Comme Toujours. Anne-Claire Ruel, conseillère en stratégie d'opinion, enseignante à l'Université Paris 13. Bruno Bernard, conseiller en communication politique. C'était votre première. Bienvenue et à bientôt. Et Nicolas Boudot, associé au cabinet Tilder, on vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, c'est l'actu politique.